Une infirmière dévouée disparaît. Son fils et un ami se volatilisent eux aussi. Une chasse à l'homme est lancée et les policiers lèvent le voile sur une histoire diabolique. 2 personnes sont prêtes à aller loin pour obtenir ce qu'elles veulent. Dans une effroyable et enflammée alliance meurtrière. Conroe au Texas, à 65 km au nord de Houston. On compare la ville à un joyau urbain au milieu de forêts de pins. Ici, les plus riches résidents mènent habituellement une vie paisible en banlieue autour du lac. Mais de temps à autre, des étrangers s'aventurent au cœur des forêts environnantes, cachant des secrets meurtriers. Par un vendredi matin d'octobre en 2001, un adjoint du shérif et d'autres unités de patrouille sont lancés dans une poursuite à l'est de Conroe. Le conducteur refuse de s'arrêter. Officer on foot pursuit of suspect off Cary Road into the woods. Stop! Police! Turn around! Give me your hand. What's your name? I'm Stowe. That's my mom's car. Relax, relax. Do you have ID? Pocket. Well, Adam, your mom's not going to be too happy with you. You're under arrest for evading police. On prend les empreintes du jeune adolescent enregistré sous le nom d'Adam Statler et on l'enferme dans la prison du comté de Montgomery où il passe la nuit pour méfait. Les policiers appellent sa mère, Sandra, pour lui apprendre qu'il a été arrêté et que sa voiture a été remorquée. Malheureusement, elle ne répond pas. Le lendemain matin, l'adolescent verse un cautionnement en espèces et il est relâché. La petite amie d'un copain vient le chercher. Cet après-midi-là, Randy Pond espère que la pêche sera bonne dans son coin favori du lac Crater. Mais il aperçoit des draps sur le bord de l'eau. En inspectant de plus près, il discerne un corps et il alerte la police. Le technicien en scène de crime Damon Hall est appelé sur les lieux. Le drap trouvé sur les lieux était d'un bleu pâle et satiné. Le corps était à plat ventre dans l'eau. On voyait donc le bas du corps de la victime, son short et ses jambes. Une fois le corps ramené sur la rive, on a découvert que c'était une femme blanche. On lui avait tiré dessus. Ça semblait être une blessure par balle de gros calibre. Les ongles de ses mains et de ses pieds étaient manucurés. Elle prenait manifestement bien soin d'elle. Elle portait un médaillon en forme de cœur. On se disait que quelqu'un allait rapporter sa disparition. La femme semble être âgée d'une quarantaine d'années et n'a pas de pièce d'identité sur elle. De larges traces de pneus sur les lieux indiquent que le corps a probablement été amené dans une camionnette. Le corps avait dû être pris de la camionnette et transporté jusqu'au lac, ou roulé jusqu'au lac. On savait alors qu'on avait une victime d'homicide, mais on ignorait d'où elle venait. 222, can we get the unit over here to pick this body up?
Par le passé, des corps de victimes tuées dans les rues malfamées de Houston ont été amenés ici. Des corps sont fréquemment largués là-bas. Le cadavre est envoyé au médecin légiste pour identification et autopsie. Le lendemain après-midi, les enquêteurs tiennent une piste sérieuse. Une femme appelle au bureau du shérif et demande aux policiers d'aller jeter un œil chez une infirmière du centre régional médical de Conroe qui semble avoir disparu. Elle ne s'était pas présentée au travail depuis 2 jours. Ça ne lui ressemblait pas du tout. Elle croyait qu'il lui était peut-être arrivé malheur. Les agents se rendent à la résidence de Sandra Stotler, 50 ans, dans une riche communauté protégée, Highland Ranch Estates, à 10 km à l'ouest de Conroe. Ce sont de grands terrains de plusieurs hectares, avec de belles maisons de la classe moyenne supérieure. Hello? 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 Sheriff's deputies? Sheriff Department. Is anybody home? Sheriff Department. Hey, get over here. Get over here. What you got? Blood. Il y avait une grande mare de sang sur le plancher. La majorité était couverte par de petits tapis qu'il avait absorbés. Quelqu'un semblait préparer des biscuits quand une agression violente s'est produite. Il était clair que quelqu'un avait été gravement blessé. Radio, we're gonna need a couple units over here. Compte tenu de la quantité de sang sur le plancher et des éclaboussures sur les murs, on présume qu'une personne a été touchée par balle. Mais le crime n'est pas récent puisque le sang est sec. J'ai trouvé une douille de fusil de chasse sur le plancher de la salle de lavage. On croyait donc que le tueur était très près, peut-être caché dans la salle de bain quand la fusillade a eu lieu. Dans la chambre principale, le drap et l'édredon ont disparu et les oreillers ont été jetés sur le plancher. Il y avait un drap housse sur le lit, dont la couleur et le tissu semblaient correspondre à ceux du drap trouvé au lac Crater. Il y avait des photos d'une femme. Elle porte un médaillon en forme de cœur, comme la femme trouvée dans le lac. On croyait que le corps retrouvé au lac Crater était celui de Sandra Stotler. Le vol ne semble pas être le motif. Il y a une boîte à bijoux pleine dans la chambre principale et un sac à main avec de l'argent bien en vue sur le plancher de la penderie. À l'étage, dans une chambre en désordre, manifestement celle d'un adolescent, un espace vide dans une armoire à fusil laisse présager le pire. Sandra Stotler ne vivait pas seule. Elle vivait avec son fils Adam Stotler, un élève de l'école secondaire de Conroe. On ignorait si cette personne était impliquée ou si elle était une victime. Rien n'indique que l'entrée ait été forcée. La porte du garage est ouverte, mais il n'y a aucun véhicule. Il semblait y avoir des traînées de sang allant de la porte donnant dans le garage jusqu'au centre du garage. Ça nous portait à croire que le corps avait été mis dans un véhicule et emmené. Les enquêteurs apprennent que cette communauté protégée n'est pas toujours sécuritaire. La barrière était ouverte pendant la journée parce que plusieurs véhicules de construction circulaient. Elle était fermée la nuit. À l'autopsie, les fiches dentaires permettent de confirmer que la femme assassinée est Sandra Stotler. On lui a tiré dessus à 2 reprises à courte portée avec un fusil de chasse. Elle est morte au bout de son sang. Ça indiquait que c'était une personne à qui elle faisait suffisamment confiance pour la laisser entrer. Les enquêteurs retrouvent sa fille. Ils m'ont dit que ma mère avait été retrouvée dans le lac.
Mon monde a basculé. C'est incroyablement dévastateur. La vie telle qu'on la connaît s'arrête. La seule personne qui, on le sait, va nous aimer inconditionnellement, peu importe ce qu'on fait, n'est plus là. Mes cauchemars sont horribles. Je ne me souviens même plus du visage de ma mère dans mes cauchemars. Ce n'est plus elle. C'est un monstre bouffi parce qu'ils l'ont jeté dans le lac, comme un déchet. C'est tout simplement horrible. Une vérification du dossier de conductrice de Sandra Stotler révèle qu'elle possède 2 véhicules, une décapotable rouge et un VUS blanc. Les enquêteurs sont surpris d'apprendre que la voiture sport a été impliquée dans une poursuite la veille de la découverte de son corps. Ils découvriront bientôt que les apparences sont parfois trompeuses et que d'autres corps les attendent. À Conroe, au Texas, les policiers enquêtant sur le meurtre de Sandra Stotler, 50 ans, ont des raisons de soupçonner que son propre fils est coupable. La veille de la découverte du cadavre de sa mère dans un lac, Adam Stotler a entraîné les policiers dans une poursuite à grande vitesse qui l'a mené en prison. Les dossiers montrent qu'il est maintenant en liberté sous caution et qu'il pourrait être n'importe où. Pour le retrouver, les enquêteurs creusent davantage dans le passé de sa mère, Sandra. Elle a déménagé dans le quartier en vogue de Highland Ranch Estates après le décès tragique de son mari dans un accident de voiture improbable. Ils ont été heurtés sur le côté par un train. Mon père est mort sur le coup et mon frère a eu les 2 jambes fracturées. Ma mère a poursuivi la compagnie ferroviaire parce que les rails étaient en mauvais état. On lui a versé une certaine somme d'argent et elle s'est acheté une voiture sport. C'est le petit réconfort qu'elle a retiré de tout ça. Elle regrette vite sa décision. Elle se sentait coupable de l'avoir acheté. Les enquêteurs apprennent qu'Adam est au cœur d'un secret de famille. Sandra Stotler a adopté son petit-fils Adam. Elle l'a emmené chez elle et l'élevait comme son propre fils. Il était le clown de la classe. Un jour, il avait les cheveux orange, le lendemain vert, le surlendemain, il pouvait avoir une crête iroquoise. La famille de Sandra dit que personne n'a eu de contact avec Adam depuis plusieurs jours. Elle révèle également que Sandra s'apprêtait à se remarier. Elle était fiancée au pilote qui avait transporté mon père à l'hôpital. Son fiancé, qui vit et travaille en Ohio, est rapidement rayé de la liste des suspects. Les membres de sa famille disent ne connaître personne qui lui en voulait. Les seuls conflits qu'elle a eus dans sa vie, c'était avec sa sœur ou moi pour des vêtements. Sandra n'avait pas de passé criminel. On ne lui connaissait aucun ennemi. Les policiers découvrent qu'un ami de son fils vivait chez elle. On a appris que Jeremy Richardson habitait chez Adam. Jeremy Richardson est de 2 ans l'aîné du garçon. Ils fréquentent tous les 2 la même école secondaire et sont passionnés de planches à roulettes. Jeremy Richardson avait récemment emménagé avec Adam et Sandra Stotler parce qu'il avait des problèmes chez lui. Jeremy et son grand-père se sont querellés et la situation s'est envenimée. Mon père l'a mis à la porte. Alors Jeremy est allé habiter chez des amis. Une nuit ici et une nuit là. Finalement, il s'est retrouvé chez Adam. Adam Stotler et Jeremy Richardson manquaient à l'appel. On ignorait s'ils étaient impliqués dans le meurtre. Adam Stotler a été libéré de prison, mais la voiture qu'il conduisait, la décapotable de sa mère, est toujours mise en fourrière. Des signes démontrent que le véhicule a été conduit par le meurtrier.
Les enquêteurs trouvent 6 balles de fusil de chasse non utilisées et plusieurs empreintes digitales. On lance un appel dans tout l'État pour retrouver Adam, son ami et le VUS blanc de Sandra. Le comté de Montgomery est juste au nord de Houston. Là, il y a plusieurs ateliers où on démonte les véhicules. C'était possible que le véhicule se soit retrouvé là. L'enquête prend une tournure dramatique quand les empreintes digitales retrouvées sur la voiture sont entrées dans la base de données de la police. L'homme qu'on avait arrêté n'était pas Adam Stotler. Mais il avait le portefeuille et les pièces d'identité d'Adam. Il avait été arrêté dans un véhicule appartenant au Stotler. Voici le vrai Adam Stotler. Les empreintes sont celles de Michael Perry, 19 ans, de la région de Conroe. Les policiers découvrent qu'il a été abandonné par sa mère toxicomane avant de trouver un nouveau foyer aimant. Michael Perry a été adopté par une famille relativement riche, qui faisait tout en son possible pour le mettre sur le droit chemin. Il souffre d'un trouble mental. Il est obsédé par l'idée de n'en faire qu'à sa tête. Et il refuse de céder. Get in there now. No, no, no! You're not my mother! Enfin, il prend un fusil et menace sa famille. À son entrée au secondaire, il a déjà été interné à 2 reprises dans un institut psychiatrique où des psychologues posent un diagnostic. Le trouble d'opposition avec provocation est le diagnostic qu'on pose chez un enfant opposant. Quand il voulait quelque chose, il trouvait une façon de l'avoir, même si on lui disait non, simplement en persévérant. Le pronostic est très pessimiste. Généralement, ces patients se retrouvent sous probation à l'adolescence et à l'âge adulte avant de tomber dans le système carcéral. Désespéré, ses parents l'inscrivent dans un établissement de traitement pour les problèmes émotionnels et comportementaux graves. Même dans ce milieu contrôlé, Perry s'avère dangereux. Il a été isolé après avoir menacé de blesser ou de tuer un des employés. À 18 ans, il retourne à Conroe, sans argent et sans foyer, et se retrouve vite dans le pétrin. Michael Perry cambriolait des maisons et vivait au crochet des autres. 5 mois avant le meurtre de Sandra, il est arrêté pour avoir tiré sur une maison et pour possession de drogue. Même en détention, Perry demeure une menace. En prison, il essaie de mordre un agent qui le maîtrise. Il ne se présente pas en cour et un mandat d'arrêt est lancé. Mais on ne le trouve nulle part. Les enquêteurs découvrent un lien avec Sandra. Perry et Adam Stotler avaient un ami commun. Les enquêteurs apprennent que Michael Perry habite une maison mobile avec un ami, Jason Burkett, dans une petite ville aux abords de Conroe. Il était évident que ceux qui avaient vécu là ne reviendraient pas. La plupart des biens avaient été emportés et il ne restait que des déchets. Jason Burkett devient le 4e suspect. Il vient lui aussi d'un milieu dur. Son père a passé la majorité de sa vie à faire des allers-retours en prison. De sa jeunesse à l'âge adulte, Jason était un habitué des centres pour jeunes délinquants. La plupart des enquêteurs du coin connaissaient son nom. À 19 ans, il avait un lourd passé criminel. La recherche des 4 suspects et du VUS blanc de Sandra devient une priorité. On avait des agents et des patrouilleurs qui cherchaient dans tous les coins du comté, incluant les hôtels, les complexes d'habitation et partout où on pouvait garer un véhicule. Aux petites heures, le caporal Lee Smith vérifie les plaques d'immatriculation dans un relais routier et trouve le véhicule. Ce qui se produit ensuite pourrait lui coûter la vie.
Au Texas, le caporal Lee Smith croit être tombé sur le meurtrier de l'infirmière Sandra Stotler. J'essayais de garder mon calme. Le véhicule a foncé droit sur moi. Il m'a heurté le genou. Quand il est passé, j'ai tiré. J'ai touché le pneu arrière droit du véhicule. Le VUS s'écrase contre un immeuble tout près. Deux hommes s'enfuient. J'ai vu le troisième passager sortir. Alors je me suis arrêté, je lui ai passé les menottes et je l'ai mis dans ma voiture. L'homme de 19 ans dit aux policiers qu'il était avec Michael Perry et Jason Burkett. Les policiers envahissent le secteur, croyant avoir touché et blessé au moins un suspect. Les fuyards se réfugient dans l'appartement d'une amie de Burkett. Le complexe est rapidement encerclé. Mais les policiers ne sont pas pressés d'aller se jeter dans la gueule du loup. Tentant de se faire oublier à l'intérieur, Burkett soigne ses blessures par balle au bras et à l'épaule. Perry, quant à lui, a été blessé dans l'accident. La propriétaire de l'appartement sort discrètement et confirme que les suspects se cachent à l'intérieur. On donne l'ordre d'envoyer une unité tactique. Enfoncer une porte fermée est toujours dangereux. On ne sait jamais ce qu'il y a de l'autre côté. Il faut bien surveiller les coins et les angles morts. Michael Perry et Jason Burkett sont mis en état d'arrestation. Puisqu'ils sont tous les deux blessés, ils sont transportés en ambulance sous haute surveillance. Mais deux autres suspects du meurtre de Sandra Stotler sont encore au large. Il nous manquait encore Adam Stotler et Jeremy Richardson. Le lieutenant Damon Hall trouve le fusil avec lequel ils ont tiré sur les policiers. Près du complexe d'habitation, j'ai trouvé le fusil dans une plate-bande. C'est un fusil de chasse à pompe Winchester de calibre 12 qui a été volé. Maintenant détenu, Burkett commence à parler aux enquêteurs. Son passé criminel est surtout composé de délits mineurs. Je vendais de la drogue pour faire un peu d'argent. Ça semble fou, mais je ne suis pas un criminel. Je ne cambriole pas les magasins et les maisons. Mais des connaissances disent que Burkett est un dur à cuire et qu'il a déjà utilisé plus que ses poings pour montrer qu'il avait raison. Il fallait le prendre avec un grain de sel et le surveiller pour qu'il ne se mette pas dans le pétrin. Je l'ai vu poignarder avec des tournevis des gens qui lui avaient coupé la route. C'était de la rage au volant. Quand Jason et Michael se sont rencontrés, ils ne s'entendaient pas du tout. Il a même agressé et blessé Michael assez gravement. Je ne l'ai jamais aimé. Personne ne l'aimait. Je viens de la campagne. Il venait de la rue. Il portait des vêtements amples, écoutait du rap. Ça ne m'intéressait pas. Malgré leurs différences, ils tissent un lien et emménagent ensemble. Pendant son transport ambulancier, Michael Perry se livre aussi à un enquêteur. Il lève le voile sur une série d'événements troublants qui commencent par une idée de vol. Man, we need to get some new cars.
think we need to get 2 cars. Yeah, 2 cars. That sounds even better. What about the kid Adam? His mom has that new car. It's pretty sweet. Perry dit qu'il a tout de suite pensé aux voitures tape à l'œil qu'il avait vues chez son ami Adam. Pretty sweet, right? Yeah, his cars are awesome. Michael Perry a dit que le plan initial était de demander à Adam s'il pouvait passer la nuit chez lui. Quand tout le monde aurait été endormi, il se serait levé, aurait volé les voitures et serait parti. Le récit de Perry commence par leur arrivée à la maison dans la camionnette de la petite amie de Burkett. Leur plan rencontre immédiatement un obstacle. Hello, boys. Hey, Mr. Stoller, is Adam home? We're supposed to spend the night with him. Oh, no. He is skateboarding. He should be here about 9 o'clock. Yeah, we'll just come back later. All right, good. I'll tell him you stopped by. Les aspirants voleurs s'en vont, mais pas pour longtemps. You know, it'd be a hell of a lot easier to steal those cars with just one person home. Let's do it. Perry affirme que quelques minutes plus tard, Burkett est revenu et a demandé à utiliser le téléphone. Oh, hi. Come on in. What's wrong? I just need to use your phone. My cell's dead. It's there. Go ahead. Au même moment, quelqu'un frappe à la porte du garage. Who is it? Who's there? Michael Perry, blessé et arrêté après une fusillade avec des policiers à Conroe, Texas, décrit à un enquêteur comment Jason Burkett et lui sont retournés chez Sandra Stotler. Il affirme qu'ils avaient l'intention de voler ces 2 voitures. Perry dit que Burkett est entré en lui demandant d'utiliser son téléphone. Oh, hi. I just need to use your phone. My cell's dead. It's there. Go ahead. Sandra entend quelqu'un cogner. Ça semble venir de la porte du garage. Who is it? Who's there? Hello? C'est Michael Perry qui s'est glissé à l'intérieur. Elle bougeait encore, alors il a tiré de nouveau. Selon Perry, leur plan meurtrier tourne vite au ridicule. Ils ne trouvent pas les clés de la voiture sport rouge et le fils de Sandra, Adam, est parti avec le VUS. Les meurtriers mettent le corps de Sandra dans la caisse de la camionnette empruntée. Ils traversent la ville et roulent pendant 25 km vers l'ouest jusqu'à un secteur appelé les champs de pétrole. Au bout d'une route de terre se trouve un petit lac isolé, le lac Crater. On a tous entendu des histoires sur ce lac. On y jette des choses. Perry raconte aux enquêteurs qu'ils sont ensuite revenus en ville pour passer prendre la propriétaire de la camionnette, la petite amie de Burkett, Kristen Willis. Kristen était attirée par Jason Burkett à cause de son image de mauvais garçon et parce qu'il était un dur à cuire. Burkett et Perry sont toujours déterminés à voler les voitures et ils ont un nouveau plan. Ils vont attendre le retour d'Adam Stotler devant la barrière de sécurité verrouillée. Quelques minutes plus tard, Adam et son ami planchiste Jeremy Richardson arrivent et sont attirés dans un piège. Ils avaient inventé l'histoire d'un ami qui s'était tiré dessus en chassant et disaient qu'ils avaient besoin d'aide pour le ramener à la voiture. Adam et Jeremy étaient du genre à dire « Bien sûr, on va y aller avec vous ». Les meurtriers n'ont qu'une arme et décident de séparer leur proie. Selon Perry, Burkett et Richardson sont allés dans les bois
alors qu'Adam et lui ont roulé dans le secteur. Perry affirme qu'une fois hors de vue, Burkett a abattu Jeremy Richardson. Quelques minutes plus tard, Perry et Adam retrouvent Burkett dans une autre partie de la forêt. Hey, y'all hear those shots I fired? Yeah, I was trying to let you know where I am. According to Perry's confession, Perry dit qu'il est retourné à la voiture pour aller chercher une cigarette. Et alors, il a vu Jason Burkett tirer une fois sur Adam Stotler. Ensuite, il a entendu 2 autres coups. La personne était devenue un objet. On utilise le terme « sans pitié » pour décrire ces gens qui ont l'habitude d'ignorer leur conscience. L'histoire de Jason Burkett est bien différente de celle de Michael Perry. Il admet qu'il se promenait dans le VUS volé de Sandra Stotler, mais il affirme qu'il n'a rien fait d'autre et qu'il ne sait rien à propos des meurtres ou des vols de voitures. Ce serait stupide de ma part d'être dans le véhicule de personnes assassinées. Ils avaient trouvé les corps, et je serais encore dans le véhicule? C'est stupide. Ça ne prouve pas que je sois coupable de meurtre. Toutefois, il ne peut fournir aucun alibi. Le 24? J'ignore où j'étais. Les enquêteurs ne doutent pas un instant qu'il ment. On ne saura jamais sans l'ombre d'un doute si c'est Jason Burkett ou Michael Perry qui a appuyé sur la détente. Mais on sait qu'ils étaient ensemble et qu'ils ont tué ces garçons ensemble. Perry affirme que Kristen Wallace était inquiète après avoir entendu des coups de feu. What happened? You know what? I don't even want to know. You don't want to know. Elle part. Perry affirme que Burkett et lui sont retournés à la maison des Stotler dans le VUS volé et qu'ils sont allés chercher la voiture sport. Les enquêteurs découvrent que le duo meurtrier a vite fait de se vanter de ses crimes. Ils avaient plusieurs petites amies dans différentes parties du comté. Ils sont allés rendre visite à ces amis pour leur montrer les véhicules et ils leur ont donné des souvenirs comme des douilles de fusil. Ils ont même commenté ce qui s'était passé. Après avoir fait ses aveux, Perry dit aux enquêteurs où ils pourront trouver les corps d'Adam Stotler et de Jeremy Richardson. 2 heures plus tard, les enquêteurs arrivent dans un vieux sentier de débardage. Il y avait le corps d'un jeune adolescent. Il était tout habillé, le visage vers le ciel. Ayant vu des photos, les policiers sont certains qu'il s'agit du cadavre d'Adam Stotler. Il ne semblait pas y avoir de traces de lutte. Il avait encore sa casquette sur la tête. Ses vêtements ne semblaient pas déchirés comme s'il avait tenté de s'échapper. Il semblait avoir été abattu exactement là où il était tombé. Sous le corps d'Adam Stotler, on a trouvé un mégot de cigarette qui correspondait à la marque que fume Michael Perry. À moins de 200 mètres de là, on retrouve dans un sous-bois le corps de Jeremy Richardson. On aurait dit qu'il fuyait quelqu'un, que quelqu'un le pourchassait. C'était une question de vie ou de mort. Son bras droit est pratiquement arraché par le coup de feu. C'était une scène assez traumatisante, même pour des enquêteurs d'expérience. Ce pauvre jeune avait, de toute évidence, essayé de s'enfuir et avait été abattu. On lui avait tiré dessus à plusieurs reprises. Il a disparu depuis presque une semaine et sa mère se meurt d'inquiétude. Il m'appelait tous les jours pour me dire qu'il allait bien, où il était et pour me parler. Et là, pendant 6 jours, je n'ai eu aucune nouvelle. J'avais le pressentiment que quelque chose de grave était arrivé. Mais je n'en étais pas certaine. On a trouvé plusieurs douilles de fusil de chasse aux 2 endroits. On a aussi trouvé une balle non utilisée dans ce sentier. On a relevé des empreintes de chaussures
et de chaussettes. Les familles d'Adam et de Jeremy voient leurs pires craintes se confirmer en direct à la télé. On avait une vue en plongée sur 2 housses mortuaires qu'on sortait des bois. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé au bureau du shérif. Il a dit, « Vous devez venir au poste. » J'ai dit, « Dites-le-moi. » Je le sais déjà, dites-le-moi. Il m'a dit, « C'est Adam. » Il m'a dit que Jeremy était mort. J'ai disjoncté. J'ai dit non, ce n'est pas mon fils. Avec un mandat de perquisition en main, les techniciens en scène de crime du comté de Montgomery examinent la camionnette de Kristen Willis. Il était évident qu'un être qui saignait avait reposé dans la caisse de cette camionnette. On a effectué des tests et les résultats ont confirmé que c'était le sang de Sandra Stotler. Dans la cabine, on trouve des douilles de fusil de chasse de calibre 12, similaires à celles retrouvées sur les lieux du crime. Des essais balistiques permettent d'établir une équivalence avec le fusil de Burkett. Le 15 janvier 2002, Burkett et Perry sont accusés de meurtre qualifié. Perry affirme soudainement être passé aux aveux après avoir été battu. Et il dit ne pas avoir pu commettre les meurtres, puisqu'il était en prison à ce moment. À Conroe, au Texas, 2 hommes de 19 ans vont bientôt subir leur procès pour avoir abattu une mère, son fils et son ami. On ne sait jamais ce qu'ils vont dire. Il y a ce petit moment d'incertitude. Mais on n'a jamais douté de leur culpabilité. Michael Perry lance une campagne sur Internet. Il proclame que Burkett et sa petite amie Kristen Willis sont les véritables meurtriers et que ses aveux détaillés ont été obtenus sous la contrainte. Mais les procureurs croient fermement que ce que Michael Perry a avoué est très près de la vérité. Il a fait 3 aveux qui revenaient tous au même. L'un était enregistré, l'autre écrit, et le dernier noté par l'enquêteur assigné au dossier. Toutes les informations qu'on avait alors corroboraient l'histoire de Michael Perry. Il devait être là et avoir participé à ce crime. On reçoit les résultats des tests d'ADN faits sur le mégot de cigarette trouvé sous le corps d'Adam Stotler. C'était l'ADN de Michael Perry, ce qui était une preuve très importante dans notre dossier. Mais il n'y a pas d'ADN ou d'empreinte digitale des accusés dans la maison où Sandra Stotler a été assassinée. Kristen Willis admet avoir été dans les bois quand Adam Stotler et Jeremy Richardson ont été abattus et confirme la version des faits de Perry. Rien n'est plus facile pour les enquêteurs que de découvrir les antécédents de Kristen. C'était la fille de l'huissier de la cour. Je ne pense pas qu'elle ait été impliquée dans les crimes, qu'elle ait tiré, mais elle était dans le pétrin jusqu'au cou, puisqu'elle avait conduit jusque-là et qu'elle avait entendu les coups de feu. Elle savait ce qui se passait. Dans une décision controversée, le procureur de l'État lui accorde l'immunité absolue en échange de son témoignage en cours. En février 2003, Michael Perry subit son procès pour le meurtre de Sandra Stotler, 2 ans et demi après le crime. Dans la salle d'audience, on retrouve la mère de Jeremy Richardson. Si un regard pouvait tuer, il serait mort sur le coup. Parce que j'avais des poignards dans les yeux. Le médecin légiste ne peut que donner une vague estimation du moment où Sandra Stotler a été tuée. Ce sur quoi s'empressent de sauter les avocats de la défense. Il souligne le fait qu'à certains moments pendant cette période, Perry était derrière les barreaux à cause de la poursuite dans la voiture volée de Sandra Stotler.
Il a dit « Je ne pouvais pas être là parce qu'à ce moment, j'étais détenu pour un autre méfait. » Perry surprend la cour en se présentant à la barre des témoins. Mais le jury ne croit pas à sa version révisée des faits. Il délibère pendant seulement 2 heures avant de le reconnaître coupable de meurtre qualifié. Rien n'a jamais indiqué qu'il était désolé de ce qu'il avait fait, ou même de ce qui était arrivé. Les procureurs demandent à M. Quijano d'évaluer Perry, mais on ne lui permet pas de lui poser des questions. J'ai déterminé que Perry était une menace constante pour la société. Perry écope de la peine capitale. 7 mois plus tard, Jason Burkett subit son procès pour les meurtres d'Adam Stotler et de Jeremy Richardson. Contrairement au jury du procès de Perry, celui-ci entend les preuves accumulées dans les 3 affaires. Burkett continue à proclamer qu'il a été piégé par son ancien ami. Je ne suis jamais allé chez Sandra Stotler. Je n'étais pas là quand les 2 garçons ont été tués. En plus de Kristen Willis, d'autres témoins affirment au jury que Burkett s'est ouvertement vanté d'avoir commis les meurtres. Il faut se rappeler que dans leur esprit, ils étaient brillants. Et ces crimes avaient été si bien commis qu'on ne les capturerait pas. Burkett ne témoigne pas. Je n'ai jamais pensé qu'on me reconnaîtrait coupable. Je savais que je n'étais pas là. Je savais qu'aucune preuve, incluant les indices physiques, ne témoignait de ma présence. Mais après 10 heures de délibération, le jury le reconnaît coupable de 3 accusations de meurtre qualifié. Le père de Burkett témoigne et supplie qu'on épargne la vie de son fils. Le jury recommande que Jason Burkett passe sa vie en prison. Je crois que Jason Burkett est aussi coupable que Michael Perry, sinon plus. La plus grande erreur que j'ai commise dans ma vie? C'est horrible. Je dirais que c'est d'avoir connu Michael Perry. Ça a été une erreur pour plusieurs personnes, pas seulement pour moi. C'est ainsi que Michael Perry et Jason Burkett fonctionnaient. S'ils le voulaient, ils l'avaient. Ils ne pensaient pas aux conséquences. Oui, c'est une sorte d'alliance meurtrière, parce qu'on en est arrivé à toujours être ensemble. Quand on allait quelque part, on y allait tous les 2. Et on faisait presque tout ensemble. Who's your friend here? Hi, Mary. Hi, Mary. I'm Jason. Nice to meet you. How you doing? Michael, why don't you go get some more drinks for us? Come on. Thanks, bro. Yeah. Ils se nourrissaient l'un de l'autre. C'était comme s'ils essayaient de dépasser l'autre. C'était une compétition pour déterminer qui poserait le geste le plus scandaleux. Ils étaient prêts à tuer 3 personnes, à faire disparaître les 2 tiers d'une famille pour pouvoir conduire leur voiture. C'est abominable. C'est la pire chose que j'ai vue en 21 ans de carrière. Pour les familles, la douleur émotionnelle ne s'apaisera jamais. Je ne le verrai plus jamais. Je ne pourrai plus jamais entendre sa voix. Le serrer dans mes bras. L'entendre me dire qu'il m'aime. En juillet 2010, à l'âge de 28 ans, Michael Perry est exécuté. Parmi les témoins, on compte des membres des familles de toutes les victimes. Même dans son dernier souffle, il ne pouvait pas s'excuser pour les vies qu'il avait enlevées, pour celles qu'il avait ruinées. Je ne savais pas qu'il serait exécuté. Étonnamment, ça m'a dérangé. Je croyais que ça me laisserait de glace parce que j'étais en colère contre lui. Je suis reconnaissant de ne pas être dans le couloir de la mort. Kristen Willis n'a jamais subi de procès et refuse de parler aux médias. Elle a des enfants, elle est mariée, mais elle n'échappera jamais à cette histoire tant qu'elle vivra. Elle va lui pendre au-dessus de la tête et les gens vont savoir qu'elle était là quand 2 garçons ont été assassinés. Jason Burkett continue de clamer son innocence et lutte pour sa liberté.
Ils ne voyaient aucun problème à prendre des vies humaines. Ils ont tué 3 personnes, fumé des cigarettes et sont sortis pour parader leur nouveau jouet qui avait coûté la vie à 3 personnes. C'est dégoûtant. Ils n'avaient aucun égard pour la vie humaine.